Bonsoir Pascal Boniface, directeur, fondateur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. Grâce à vous, la géopolitique devient presque ludique et vous nous le prouvez une fois encore puisque vous sortez ce livre, voilà, qui fait quand même 1 kilo, vous m'avez dit. Voilà. 1 kilo, passionnant puisque c'est la géopolitique, tout simplement. Sous-titré « Comprendre le monde et les relations internationales ». Un tour de force, finalement. Vous parlez même de livre familial, Pascal Boniface. Oui, parce que c'est un livre intergénérationnel. On a voulu, avec Anne Sénéquier, ma co-autrice, qui est à l'idée de ce livre, de faire un livre qui soit accessible à tous. Et puis, les adolescents, les grands-parents, les parents peuvent le feuilleter, le lire. Il y a beaucoup d'illustrations, de photos. On y rentre très simplement. Et puis après, en parler. Parce qu'en fait, les Français savent de plus en plus que les événements extérieurs ne sont pas réellement extérieurs, que la géopolitique concerne tout le monde. Et donc, il faut un peu donner les clés pour comprendre l'essentiel. On ne va pas se lancer dans des thèses très difficiles. On va simplifier sans simplification excessive, mais faire en sorte qu'au cours du repas, on puisse parler de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, après s'être documenté rapidement. Alors vous parlez peut-être géopolitique autour du repas. Est-ce que vous pensez que les Français ont cet appétit-là ? Ah oui, la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus d'émissions, y compris sur cette chaîne sur la géopolitique. Elles sont suivies, elles sont attendues. Quand vous faites des tables rondes, des colloques en région, à Paris, c'est toujours différent. Il y a trop de choses à Paris, mais il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a maintenant de la géopolitique en classe de première et de terminale. Donc ça concerne forcément les lycéens, mais aussi leurs parents qui jettent un peu un œil sur les résultats scolaires, et puis les grands-parents qui sont aussi très intéressés pour cela. Ça traverse nos vies finalement. Oui, effectivement. La géopolitique, elle nous touche au quotidien sans forcément qu'on s'en rende compte. Quand on élit un président des États-Unis, c'est pas uniquement un geste politique national américain. C'est quelque chose qui a des répercussions mondiales. Et quand en novembre, Xi Jinping va être certainement renommé ou réélu, comme vous voulez, pour un 3e mandat à la tête de la Chine, ce qui se passe en Chine a quand même des conséquences directes sur nous. Donc effectivement, ce qu'on appelait auparavant affaires étrangères, non, c'est pas vraiment étranger. La coupure entre intérieur et extérieur, elle existe de moins en moins. Et puis aussi le prix de l'essence, la pandémie, tout ça aussi, c'est de la géopolitique. Le Covid-19 a montré quand même que ce qui se passait à l'extérieur pouvait très rapidement nous atteindre dans des proportions très fortes. Et paradoxalement, vous soulignez que dans la campagne présidentielle, elle est plutôt absente. Ah, c'est clair. Pourtant, on ne va pas élire un conseiller général. J'ai beaucoup de respect pour cette fonction. On va élire quand même le ou la présidente d'une puissance majeure, qui est au Conseil de sécurité, qui veut avoir un rôle international important. Et on sait que c'est à l'Élysée que les choses se décident. Et pour autant, il n'y a quand même pas beaucoup de débats là-dessus. Comme si les candidats avaient peur de se lancer dans des choses qu'ils peut-être estiment trop compliquées, peut-être qu'ils ont peur de choquer un petit peu, mais il n'y a pas du tout. Alors, on peut dire que traditionnellement, la diplomatie, la politique étrangère, c'est plutôt en fin de campagne, c'est pas. Mais quand même, là, alors qu'il y a un appétit de la part de tous les Français pour ces affaires-là, je trouve que cet écart entre l'importance de la France, l'importance de la fonction présidentielle, et presque pas ou pratiquement pas de débat sur les grands sujets. Moi, j'aimerais que les candidats me disent ce qu'ils pensent de la Chine, ce qu'ils pensent des États-Unis, de la Russie, plus sur ces sujets-là. Que faire de la France ? Alors, justement, ce matin, Emmanuel Macron a abordé ces sujets, puisqu'il était donc à Strasbourg pour présenter le plan d'action de la France pour les 6 mois de la présidence française de l'Union européenne. Je le cite, il a mis en garde contre les ingérences et les manipulations de l'étranger. Il vise nommément la Russie. Alors oui, et c'est les troupes, les troupes de la Russe qui sont massées à la frontière ukrainienne. Voilà, il y a des fortes tensions à la frontière ukrainienne entre la Russie, il y a des manœuvres russo- et biélorusses, et on sait que le régime biélorusse est complètement assujetti à Moscou, et donc il y a effectivement une montée des tensions. Les Américains disent attention, les Russes pourraient attaquer à n'importe quel moment, les Russes disent non, mais ils font peur. En tous les cas, ils font peur, c'est le but recherché par les manœuvres de Poutine, qui du coup est de nouveau considéré comme un interlocuteur incontournable par les États-Unis. On peut dire que Poutine a réussi son opération. Obama disait que la Russie était devenue une puissance régionale. Biden le traite presque sur un pied d'égalité. Est-ce que l'Europe peut jouer un rôle dans cette crise ? Elle devrait, parce qu'elle est quand même directement concernée par des événements qui se passent sur le continent européen. Et aux portes. Et à ses portes. Et donc, effectivement, le problème pour l'Europe, c'est qu'une grande partie des pays estiment que la sécurité, c'est l'OTAN et donc les États-Unis, et que si l'Europe devenait un peu autonome, elle pourrait effrayer les Américains, qui pourraient du coup se désengager et les laisser dans un face-à-face dont ils ne veulent pas par rapport à la Russie. Alors que le projet français, depuis déjà très longtemps, c'est justement depuis De Gaulle, finalement, qui a été poursuivi, plus ou moins par tous les présidents qui se sont succédés, c'est d'avoir une Europe
plus autonome, l'autonomie stratégique européenne qui progresse petit à petit, mais à une vitesse quand même très lente par rapport aux événements qui, eux, vont très vite. Et justement, par rapport à ces événements-là, est-ce qu'il y a un risque réel de guerre ? Alors, on peut penser que rationnellement, Poutine n'a pas intérêt à voir la guerre, mais il a intérêt à faire peur. Et donc, il montre les bras, les muscles. Il montre les muscles pour ne peut-être pas s'en servir, parce que s'il commençait à envahir l'Ukraine, là, les problèmes les plus importants commenceraient pour lui. Il aurait à faire une guérilla, il aurait à faire, ses troupes seraient en danger. Pour l'instant, il fait peur, il empêche l'Ukraine de se stabiliser, alors que s'il y allait, c'est lui qui pourrait indirectement être atteint par un effet de déstabilisation, plus les sanctions économiques très fortes que les Occidentaux prendraient. Il bluffe. Oui, mais ça marche, le bluff, ça peut marcher, ça fait partie du jeu diplomatique. Alors, il y a la Russie, mais pour vous, le principal enjeu de ces prochaines années, et vous attirez notre attention dans le livre, puisque vous y dédiez un chapitre entier, c'est le choc États-Unis, bien sûr, et Chine. Oui. Voilà. Et ça fera un an, demain, que Joe Biden a pris la présidence, a pris ses quartiers à la Maison-Blanche, voilà. La présidence des États-Unis. Et vous dites que rien n'a changé, finalement, en tout cas en ce qui concerne la Chine. Non. Ils partagent avec Trump un même point commun. C'est leur seul point commun. La détestation. Voilà, c'est que la Chine est un rival. Ça s'explique. La Chine faisait 10% du PIB américain en 2001 lorsqu'elle a adhéré à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Elle en fait aujourd'hui 70%. Donc vous voyez l'effet massif de rattrapage. Pour les Américains, c'est forcément anxiogène de voir un pays qui les rattrape alors qu'ils sont habitués depuis 1945 à être la première puissance mondiale. Du temps de la guerre froide, l'URSS n'a jamais fait plus de 40% du PIB américain. Donc la Chine représente une menace militaire, une menace économique, une menace technologique avec ses géants numériques. Et donc effectivement, les Américains, et pour beaucoup, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser un jour les États-Unis, mais quand est-ce que cela va survenir ? Et l'échéance se rapproche. Oui, vous dites dans la décennie qui vient. Dans la décennie qui vient, c'est au rythme où vont les choses, puisque la Chine a encore une croissance de 8% en 2021. Elle va être réduite à 5% l'an prochain, mais enfin, on voit quand même que le mouvement reste. Est-ce qu'il y a un risque de conflit armé à terme ? Je pose la question parce que dans votre livre, vous citez un spécialiste américain qui a étudié tous les cas de figure similaires dans l'histoire, quand deux pays sont en rivalité pour être la première puissance mondiale. Et dans 12 cas sur 16, la guerre, effectivement. C'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. L'auteur des guerres du Péloponnèse avait dit que Sparte et Athènes devaient nécessairement entrer en guerre, puisque Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Donc quand le numéro 1 risque de perdre son statut de numéro 1 au profit du numéro 2, généralement il se dit il est encore temps que je fasse la guerre pour l'éviter, cela. La Première Guerre mondiale, c'est en grande partie parce que l'Angleterre ne supportait pas la montée en puissance de l'Allemagne, y compris dans le domaine maritime. Ce qui a changé quand même depuis Sparte et Athènes, ou l'Angleterre et l'Allemagne, c'est la dissuasion nucléaire et le choc. Et puis, du temps de la guerre froide, il y avait 2 milliards d'échanges économiques entre l'URSS et les États-Unis par an. Aujourd'hui, c'est 2 milliards par jour d'échanges économiques, parce qu'ils sont rivaux, mais leurs économies sont très interpénétrées. Et la France, d'ailleurs, va devoir aussi se positionner, finalement. Alors, les Américains nous demandent de choisir. Ils disent, on est des démocraties, donc vous êtes de notre côté, forcément, puisque contre l'axe des pays autoritaires, Russie, Chine, mais les Européens ne sont pas tous d'accord, la France, mais aussi l'Allemagne. L'Allemagne a un commerce plus important aujourd'hui avec la Chine qu'avec les États-Unis. Oui, la Chine, c'est le commerce. Voilà, donc on est l'allié stratégique des Américains, mais nous avons des intérêts commerciaux extrêmement importants en Chine. Et puis, je pense que le but des Européens, c'est justement d'éviter cet affrontement entre Chinois et Américains, d'essayer de trouver les moyens de faire un pont pour qu'on ne soit pas entraîné, bon gré, mal gré, et plutôt mal gré, dans un conflit qui nous dépasse. Le problème de la suprématie mondiale, c'est le problème des États-Unis. Ce n'est pas le problème de l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est de défendre ses industries, défendre ses intérêts économiques par rapport aux appétits chinois, mais de trouver aussi des opportunités en Chine. Bon, dans ce livre, il n'y a pas qu'une vision pessimiste du monde, il y a aussi des chapitres beaucoup plus encourageants, et notamment sur la France, que vous dépeignez comme une puissance globale, voilà. Et vous rappelez que la voix de la France est toujours entendue et attendue. Oui, parce qu'on est quand même toujours un pays spécifique. On n'est pas quand même comme les autres, donc on n'est pas la première puissance mondiale, mais la voix de la France porte encore dans l'arène mondiale. Pour comprendre notre monde, voilà la géopolitique, tout simplement, et en famille, si vous le souhaitez, pour les petits, les grands, les plus jeunes et les moins jeunes. C'est aux éditions Erol, coécrit avec Anne Sénéquier, et les illustrations aussi absolument intéressantes, puisque ça illustre tout ça. C'est l'atelier nantais qui s'appelle Fagot Studio. La géopolitique continue, puisque tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux.